Bonjour à tous, on se retrouve dans le CQFR du lundi matin pour discuter un peu de tout ce qui s'est passé ce week-end en NBA et ailleurs. Comme vous pouvez le constater, pas de Théo, pas d'Antoine, ils sont en vacances, ils nous ont lâchés. Mais vu que vous l'avez réclamé à corps et à cri dans les commentaires, Benjamin Boubèche est avec moi ce matin pour le CQFR. Comment ça va, Benjamin? Écoute, ça va super malgré l'horaire qui est très matinal pour moi. Je suis quand même, je pense, le mec le moins matinal de basket session. Donc peut-être que les gens ont l'habitude d'avoir leur sécu faire le matin, mais moi, pour l'instant, ça me fait encore un peu mal aux yeux. Mais ça va le faire, ça va le C'est faire. c'est à ça qu'on reconnaît les grands joueurs, les talents générationnels. Ils sont capables de faire du dépassement de fonction et d'habitude pour le bien du public. Bon, en tout cas, ce matin, je suis content de t'avoir avec moi pour le CQFR. On va discuter de quelque chose dont on n'a pas discuté ces derniers jours, alors qu'on en a parlé 1 milliard de fois pendant toute l'intersaison. C'est le trade de Damian Lillard. Donc il y a pas grand chose de nouveau depuis la demande de trade. On sait que c'est un peu l'agent voulait faire comprendre à tout le monde que Lillard voulait aller à Miami. Les autres équipes semblaient pas trop chaudes. Le GM des Blazers a fait comprendre qu'il était prêt à attendre relativement longtemps pour effectuer le trade tant qu'il n'y avait pas une offre qui lui convenait pas. Et là, on a eu une petite nouveauté, mine de rien, c'est pour ça qu'on voulait en parler ce matin, c'est que la NBA a envoyé un mémo à toutes les franchises en réaction à ce qui est interprété comme une forme de pression de la part de Lillard et de son camp pour ne jouer qu'à Miami. Donc il y a un mémo qui a été envoyé à toutes les équipes pour prévenir que, en cas de mauvaise volonté de la part de Lillard et de son camp de rejoindre une autre équipe dans le cadre d'un trade, il y aurait des sanctions, il y aurait des sanctions disciplinaires, financières, que sais-je. Euh, et donc l'agent, lui, a répondu que non, ça n'avait jamais été le cas. Donc là, l'agent Aaron Goodwin, pour le citer, euh, il a répondu qu'il n'avait jamais indiqué à qui que ce soit, à aucune franchise, que Lillard ne se présenterait pas au training camp ou montrerait de la mauvaise volonté. Enfin, il y a la jurisprudence James Harden un peu, ou Ben Simmons qui se pointe pas à l'entraînement, les deux qui avaient été un peu pointés du doigt. Et donc ça change, ça a l'air d'être une news anodine, mais ça change un peu la donne, parce que ça signifie aussi que maintenant, d'autres équipes vont peut-être moins hésiter à tenter des offres, à tenter même des offres. Alors le contrat est un peu plus long que ce qu'il y avait, j'allais citer l'exemple de Kawhi Leonard, le contrat est un peu est plus long, donc c'est moins un one-shot et un coup de poker, mais d'autres équipes, je pense, vont se mettre dans la danse pour Lillard. Qu'est-ce que t'en penses, Benjamin? Bah, je pense que oui, il y aura d'autres équipes sur Lillard. Maintenant, je pense qu'il y avait déjà d'autres équipes sur Lillard. On avait entendu parler de négociations. Ça commençait déjà d'ailleurs à bricoler des choses à trois. Et je suis pas sûr que ça change tant que ça, parce que si du coup Goodwin a jamais dit aux autres équipes qu'il fallait négocier que avec le Heat, je pense que ça veut dire qu'il y a déjà eu des négociations. Mhm. C'est juste qu'il a essayé de mettre un coup de pression aux Blazers, que les Blazers ont un peu moins la pression. Mais de toute façon, ils essayaient d'opérer comme s'il n'y avait aucune pression et comme s'ils avaient le temps d'envoyer Lillard où ils veulent, quand ils veulent, etc. Donc, je suis pas sûr que ça change tant que ça les choses. Mais c'est vrai que c'est toujours étrange en fait de se dire que Lillard a été convoqué dans le bureau du directeur, qui s'est fait taper sur les doigts avec son agent. Et ça montre aussi un petit peu ce que la ligue a envie de changer et ce qu'elle n'a pas réussi à changer, c'est-à-dire ces demandes de transfert de stars. Par exemple, on avait eu Kevin Durant, on a eu Anthony Davis, etc. Et Adam Silver avait été clair sur le fait qu'il voulait que ça s'arrête, que les stars demandent leur transfert publiquement et partent. Mais en fait, les joueurs sont trop intelligents pour ça. Là, Ron Goodwin, il peut dire effectivement, j'ai rien fait de mal, jamais rien dit publiquement. Lillard, il peut dire la même chose parce qu'ils font passer leurs informations à des insiders Mhm. qui vont le dire à leur place. Donc ça contourne le système. Donc voilà. Je sais pas si ça fait tant évoluer le dossier en réalité, mais je trouve ça intéressant de voir un peu la dynamique en NBA avec vraiment la ligue qui essaye de resserrer la bride par rapport à ces demandes de transfert de superstars. Ouais, la différence, je trouve, avec les dossiers Kevin Durant ou d'autres qu'il y avait pu avoir, c'est que là, c'est la première fois, je pense, que l'agent en question, il avait dit publiquement, alors je sais plus, je crois que c'était dans une émission de radio locale, il avait clairement dit que son client avait Miami en tête et que c'était l'objectif principal. Et les autres fois, voilà, comme tu le disais, c'était via des insiders. On sait que Chris Haynes, par exemple, c'est un peu le porte-parole pour les demandes de transfert parce qu'il est assez proche de Lillard et de son camp. Là, je pense que ce qui a poussé l'NBA à envoyer un mémo à toutes les franchises, c'est que ça a été vraiment mis publiquement. Alors, la différence, elle est infime, parce que tout le monde sait que Kevin Durant préférait Phoenix, James Harden, à l'époque, préférait Brooklyn, enfin, voulait Brooklyn. On ne saura jamais s'il y aurait eu vraiment un refus de jouer s'il avait été tradé ailleurs. Ça paraît fou et inenvisageable, mais
bon, c'est le moyen de dissuasion qu'utilisent les joueurs et que je pense a vraiment essayé d'utiliser Goodwin dans ce dossier-là. Hein. Je pense il a vraiment dit aux franchises, Damien Lillard veut Miami et vous n'avez pas spécialement intérêt à tenter une offre ou à miser à mettre des assets vraiment importants dans le deal si vous le voulez. Là, moi, je trouve que ça. Alors, t'as raison, ça change pas fondamentalement le dossier. Lillard veut quand même toujours aller à Miami. Miami va essayer de chercher la meilleure offre possible. Portland a aussi le temps, entre guillemets, de le faire. Mais je me demande si ça va quand même pas inciter d'autres équipes à être un peu plus agressives au fur et à mesure qu'on se rapproche du training camp, de la saison. Alors, lesquels, je sais pas. Est-ce que Brooklyn va se chauffer? Est-ce que les Clippers vont se chauffer? C'est toujours très compliqué. Je pense quand même, je sais pas ce que toi tu t'en penses, mais à mon avis, enfin, le scénario le plus envisageable reste quand même qu'au bout d'un moment, Miami lâche tous les atouts qu'ils ont sur la table et que Lillard finisse à Miami. Ça ou Lillard qui est toujours là au training camp, qui démarre la saison. Je l'imagine pas ne pas démarrer la saison. Hein. Clairement. S'il doit rester à Portland, je le vois pas bouder totalement et refuser ne pas se pointer aux entraînements, enfin comme il y avait eu avec Harden ou avec Simmons par exemple. Euh, pour moi, ça reste les deux scénarios les plus probables. Je sais pas ce que tu en penses. Bah, je suis d'accord, surtout que en fait, il y a beaucoup de franchises qui pourraient essayer de se positionner. Par exemple, les Clippers qui étaient intéressés, qui sont intéressés par James Harden, Mm. ils n'ont pas vraiment de ressources pour séduire les Blazers parce qu'ils n'ont pas beaucoup de choix de draft, ils n'ont pas beaucoup de jeunes. Récupérer, je sais pas, Paul George par exemple, ça aurait pas forcément de sens pour les Blazers qui essaient sans doute de repartir vers quelque chose de plus jeune et de plus prometteur entre guillemets. Donc c'est compliqué de s'aligner. En fait, j'ai l'impression que quasiment aucune équipe n'a vraiment le package pour aller chercher Lillard et que si c'était déjà le cas, qu'une franchise avait le package et qu'elle était intéressée, peut-être que Lillard serait déjà parti. Par exemple, le Thunder a toutes les armes pour aller chercher Lillard, Mm. les tours de draft, les jeunes, les contrats pour matcher, etc. Mais s'il n'y a pas encore eu de trade et de traction qui est vraiment annoncé dans la presse, je pense que c'est pas, ils sont vraiment pas intéressés. Pareil pour les Nets qui ont quand même les jeunes pour faire le package. C'est compliqué pour eux parce qu'ils veulent garder leur tour de draft. Donc j'ai l'impression qu'en fait le marché est assez vide en fait pour Lillard. Mm. Et je sais pas si ça va se débloquer. Et je pense que soit à un stade effectivement, les Blazers vont craquer et dire OK, bon bah le Heat, donnez-nous votre meilleure offre et voilà, on prendra ce qu'il y a. Et soit il y a une équipe un peu qu'on n'attendait pas, le Thunder par exemple, qui va se positionner et dire bon bah finalement notre saison elle commence mal, on vous met un vrai package, donnez-nous Lillard. Et pour l'instant j'ai l'impression qu'il n'y a pas encore ce qu'il faut pour débloquer la situation et que tant qu'il n'y a pas plus d'équipes intéressées, non seulement les Blazers sont assez peu de levier par rapport au Heat, mais en plus de ça, ils n'ont aucune autre porte de sortie et ils vont devoir finir par prendre l'offre du Heat qui sera jamais excellente. Mm. Tyler Hero, c'est bien, mais il va sans doute aller dans une troisième franchise. Les tours de draft, ils sont pas très nombreux. C'est pas l'offre de transfert idéale, c'est pas un package à la Kevin Durant, ni même à la Rudy Gobert, mais c'est peut-être ce qu'ils vont devoir prendre à la fin en se contentant de ça vraiment. Donc, en fait, j'ai l'impression que c'est bloqué de chez bloqué et que le Heat va finir par avoir ce qu'il veut, mais pas parce qu'il a un gros package, mais parce que les Blazers sont dans une position qui est vraiment défavorable. Et je sais pas toi ce que tu imagines, mais j'ai l'impression que maintenant, il y a de moins en moins d'équipes qui ont les packages Mm. pour aller chercher des superstars parce que Phoenix a déjà tout balancé, les Warriors ont tout balancé, il y a plein d'équipes qui ont balancé tous leurs assets. Donc maintenant, on a une liste restreinte. Dans cette liste, il y a plein d'équipes en reconstruction, il y a plein de projets jeunes, et du coup, il n'y a aucune raison d'aller chercher Lillard. Donc j'ai l'impression que la liste d'équipes potentielles est vachement restreinte. Je sais pas ce que tu en penses, mais je pense que les Blazers sont en fait un champ de négociation qui est vachement restreint. Ouais, mais pour moi, c'est ça. Et puis, enfin, le truc, c'est que pour moi, c'est Miami qui est sous pression aussi parce que, comme tu le disais, les Blazers sont sur un projet de reconstruction un peu jeune, tout ça. Ils sont pas pressés pour moi de trader Lillard, même si, bon, je pense qu'ils aimeraient activer aussi la prochaine phase enfin, démarrer, lancer ce projet. Mais pour moi, c'est Miami qui est sous pression parce que l'effectif va pas rajeunir, enfin, Butler va pas rajeunir. Ils veulent jouer le titre là sur une fenêtre d'un an ou deux, mais avec Lillard, ils n'auront pas 5 ans, on est d'accord. Hein. Ils vont pas, ils peuvent pas se permettre de prendre le temps de construire, même le faire venir en deuxième partie de saison, enfin juste avant la deadline. Je pense que ce serait un risque inconsidéré en termes d'alchimie. On l'a vu avec Kevin Durant à Phoenix, même si ça s'est très bien passé d'emblée. Ils ont eu que quelques matchs pour apprendre à vraiment jouer ensemble et avec la blessure de KD, ça n'a pas été simple.
Euh, pour moi, c'est Miami qui est sous pression et je pense que tu as raison. Je pense que Miami, au bout d'un moment, va se dire bon, allez, on va mettre vraiment tout ce qu'on peut sur la table, ce que Portland leur a déjà certainement demandé, mais je pense que ça négocie. Dire Pat Riley est quand même un bon négociateur, il a envie de prendre le temps. Tant qu'il sent pas qu'il a une autre équipe qui va le devancer, je pense qu'il va prendre le temps, essayer de garder un ou deux assets sous la manche. Mais il y a un moment, on va arriver à un point où je pense que Miami va être obligé de mettre tout sur la table et que ça se fera là. Tu as raison, le marché me semble assez fermé pour Lillard. Ça a beau être une superstar de la ligue, c'est un joueur qui a quand même un profil particulier, qui est pas tout jeune. Il est pas grabataire, hein, mais c'est quand même il est pas dans ses premières années. Je pense que Miami est sous pression et que c'est Miami qui va attaquer au bout d'un moment et prendre les devants dans ce dossier. Mais j'ai Ouais. l'impression que leur package maximal est pas suffisant, en fait. C'est-à-dire Hmm. que je sais plus combien il y a de choix de draft exactement, mais Tyler Hero plus, admettons Duncan Robinson, plus Caleb Martin, plus des choix de draft, je trouve ça vachement faible, en fait, quand tu compares à d'autres trades de superstars Ouais. et qu'il y a plein de franchises qui pourraient faire mieux et qui sont pas intéressées et plein de franchises qui auraient pu faire mieux 2 ans plus tôt, 1 an plus tôt, mais qui ont plus qu'il faut pour vraiment se positionner. Par exemple, quand les Suns font venir, Kevin Durant, Mhm. ils envoient quand même Cam Johnson, qui est un jeune vachement intéressant, plus Mikal Bridges, qui est un jeune plus intéressant que Tyler Hero, plus une flopée de tour de draft. Donc, quand le Heat, il me semble, peut envoyer 2 ou 3 max premier tour de Ouais, draft, c'est ça. Ouais. se positionne, je me dis, en fait, même si à un moment ils disent: «OK les gars, on vous donne tout ce que vous voulez», est-ce qu'ils ont tout ce qu'il faut? Tu vois? Je suis pas convaincu par ça. Ouais, j'avoue que je me demande aussi, mais enfin, l'ajout d'une troisième équipe peut peut-être permettre à Portland de se retrouver, enfin, de récupérer des atouts un peu plus intéressants. Mais Mmh. de ce qui transparaissait de ce qu'avait de la conf de Joe Cronin, le GM, il avait quand même l'air de dire aussi que l'une des priorités était aussi que de ne pas se mettre en porte-à-faux avec Lillard et qu'il respectait tout l'impact qu'il avait eu sur la franchise et il voulait pas lui faire plaisir parce qu'il faut quand même que Portland s'y retrouve, mais je pense qu'il veut juste, il est ok pour l'envoyer à Miami, mais il attend juste que Miami donne le max, même si à la fin les gens diront peut-être ouais bah ça manque d'un ou deux tours de draft, ça manque d'un joueur majeur à récupérer. À partir du moment où Portland a confiance dans Scoot Henderson pour être voilà pour effectuer le passage de témoin, je pense qu'ils se contenteront peut-être d'un deal qu'on trouvera décevant et que enfin peut-être qu'on trouvera décevant, mais moi je trouve souvent sur le coup des trades décevants pour les franchises qui lâchent les stars et au final bah il y a un truc qui n'a pas vraiment de valeur, c'est le fait de pouvoir faire table rase et de repartir de zéro, d'avoir le droit de faire ça. Il y a des équipes qui sont toujours entre deux chaises et qui n'ont pas le loisir ou le joueur sur lequel le loisir de repartir de zéro ou le joueur sur lequel s'appuyer pour repartir de zéro. Donc il y a peut-être un moment aussi où Portland va se dire bon, allez, on a Scoot Henderson, on a des jeunes. L'équipe elle est quand même assez cool. Simons, Sharp, bon, il y a de quoi faire autour. On a toujours Jeremy Grant qui peut assurer 20 points et de la bonne défense, même s'il est sans doute voué à être tradé aussi en cours de route. Je, je pense qu'à un moment, ça va se faire en bonne intelligence, que personne voudra entacher l'image de la relation, et puis et ça devrait se faire comme ça. Je sais pas si tu as vu, ça me fait penser à ce qu'a dit Julius Serving ce week-end. Alors, ça a été peut-être enregistré un peu plus tôt, mais dans une interview où il dénigrait un peu les super teams et la NBA actuelle, la façon dont les joueurs, les stars passaient d'une équipe à une autre, avec surtout que bon, il avait ciblé assez clairement Kevin Durant, où il dit non mais il passe d'une équipe à l'autre. Il a fait ça combien de fois? OKC, Golden State, Brooklyn, Phoenix. Mais malgré ça, malgré le côté ancienne gloire qui est un peu blasé de voir le fonctionnement de l'NBA aujourd'hui, sur le cas Lillard en particulier, il a quand même été plutôt du côté de Lillard, tu vois. Donc c'est intéressant aussi. Il a dit où qu'il finisse, je pense que ce sera le dernier endroit où il jouera à cause de son âge. Il a joué 12 ou 13 ans au même endroit, il va avoir une chance de gagner un titre. Il a fait sa demande pour de bonnes raisons. Mais les joueurs qui ont 26-27 ans et passent d'une équipe à l'autre, et là il a cité Kevin Durant, voilà, c'est deux cas différents, mais je trouve ça marrant de voir qu'un mec comme Irving comprenne la démarche de Damien Lillard alors que beaucoup ne la comprennent toujours pas aujourd'hui. Et en même temps, critique Kevin Durant dans le même temps. Quoi. Bah, c'est vrai que quand tu compares les 2 dossiers, ils sont vachement différents parce qu'il y a quand même d'un côté quelqu'un qui a donné toute sa carrière à une équipe Mm. et qui maintenant que en fait, ce qu'il dit, parce que bien sûr je l'ai vu, tu me l'as envoyé tout de suite donc fatalement. Mais ce qu'il dit, c'est quand même, en gros, il a tout donné pour une équipe. Cette équipe a pas voulu construire un noyau compétitif autour de lui. Maintenant, il veut partir. C'est compréhensible.
Kevin Durant, c'est vrai qu'il était dans des positions compétitives à chaque fois qu'il est parti. C'est-à-dire, à OKC, il y avait eu des finales NBA. Aux Warriors, on fait difficilement plus compétitif. Mhm. Aux Nets, il a été entouré par des stars. Maintenant, il arrive à Phoenix où il est encore, entouré par des stars et il arrive dans une franchise dont il est pas vraiment le capitaine. Il y a quand même cette sensation que c'est encore plus un journeyman des stars, qu'il est plus habitué et qui part de situations plus confortables que Damian Lillard. Donc je comprends un peu Julius Erving. Ce qui me fait marrer aussi, c'est que ça s'oppose quand même beaucoup à la vision de Kevin Durant, justement, qui, quand il avait été transféré à Phoenix, avait dit au All-Star Game: «Je pense que les transferts sont bons pour la NBA. Ouais. Dans l'activité médiatique, ça donne un petit peu de peps dans la saison. Le mouvement joueur, c'est positif, ça rééquilibre les forces». Enfin bref, tout ça. Et là, Julius Erving arrive et ce qu'il a dit, c'est carrément: «Ouais, je respecte pas», enfin, il a pas Ouais, dit ouais. comme ça, mais: Et c'est un peu «Je ça, respecte pas Durant». la journaliste qui l'interviewe dit en gros, enfin, en gros, vous respectez pas. Il a fait un signe de la tête avec un air complètement. Mais ça allait aussi dans le sens de ce qu'il avait dit un peu plus tôt dans l'entretien, où il dit on est dans une situation où ce sont maintenant les prisonniers qui mènent la danse et plus les gardiens. Ce dont je veux parler, c'est quand la star d'une équipe dit à la ville et aux gens qui l'ont soutenu d'aller se faire foutre parce qu'il a envie d'aller en Floride, à LA ou au Texas. Ce sont des décisions liées au business, je le comprends bien, mais quoi qu'il en soit, il n'aide pas le basket ni à ce qu'il y ait un équilibre dans la ligue. Donc ça va avec ce que tu dis, c'est les deux visions opposées. KD qui dit que c'est bon en gros pour le. Alors médiatiquement, c'est sûr, c'est bon forcément quand il y a des demandes de trade, un peu de drama, ça fait du clic, ça fait vendre, voilà, forcément. Ça fait des CQFR, hein. Ça fait des, ça fait des CQFR. Mais à côté de ça, c'est sûr que quand on a une vision un peu, j'allais dire romantique, c'est pas pour dire qu'aujourd'hui il n'y a plus de romantisme en NBA. Hein, il y a quand même des attaches. Enfin, Lillard, c'était un peu un bastion du romantisme. On se disait, quoi qu'il arrive, il va rester. Euh, mais ça, ouais, c'est une vision un peu old school où chaque mec va avec sa franchise jusqu'au bout quasiment en essayant de gagner. On dit ça, il y a quand même beaucoup de joueurs emblématiques qui, à 36-37 ans, ont changé d'équipe. Euh, enfin, soit parce que ça marchait plus avec l'équipe, soit parce qu'ils avaient envie d'essayer de jouer une bague. Hein. Les Malone, bon, Pat Ewing, c'est un cas différent, mais des C'est ce joueurs que comme j'allais ça. dire. Voilà, il y a plein de C'est cas différents, mais il y a plein de légendes qui ont pas, qui ont abandonné cette fidélité pour d'autres, ou Barclay, même s'il avait changé d'équipe avant. Hein, mais les fins de carrière comme ça, on les connaît aussi. Moi. Mais c'est juste que Lillard, c'est vrai que c'était un peu le côté, quoi qu'il arrive, je peux finir ma carrière sans titre, il n'y a pas de problème. Je préfère laisser une empreinte à Portland. J'aimais assez bien. Donc, intérieurement, moi, je suis un petit peu déçu qu'il reste pas à Portland, mais je le mets pas dans la même case que KD qui part d'OKC pour les Warriors, qui venait juste de les battre en playoff, ou qui part c'est pour assez différent. voilà, ou qui part qui a un peu piloté le projet à Brooklyn, même s'il dit le contraire, qui a validé des choses entre le choix du coach, la star avec laquelle il s'est associé, le trade d'Arden, et qui part après avoir signé une prolongation. Voilà, je trouve ça un peu. Lillard part après avoir signé une prolongation, hein, qu'on s'entende. Je trouve pas ça top, mais c'est quand même des cas très différents, je trouve. Bah, clairement, surtout que dans le cas de Lillard, là où je le comprends plus que les autres sans doute, c'est effectivement cette notion de il a demandé à avoir une équipe Mm. compétitive. Le soir de la draft, ils ont pris Scoot Henderson et pour moi, Scoot Henderson, ça veut dire, désolé, mais c'est fini, quoi, en fait. Mm. Enfin, pas forcément c'est fini dans le sens où les Blazers veulent plus de Lillard, dans le sens où, ils veulent plus accéder à cette demande de construire une équipe qui est prête à jouer le titre maintenant. Ils veulent s'assurer l'avenir. Et en fait, ce truc des 2 tableaux que Joe Cronin essaie de vendre, publiquement, de vraiment, oui, on peut construire un truc jeune et en même temps, jouer le titre l'année prochaine. En fait, ça, on a vu, ça marche pas. Mm. Les Warriors, ils ont pas réussi, il y a pas de raison que les Blazers réussissent. Ouais. Quand les autres équipes, en fait, elles, ne se donnent pas le mal de construire sur les 2 tableaux et donnent tout pour jouer maintenant, il y a quasiment aucune chance que tu puisses prendre un raccourci magique qui te permet de, à la fois gagner le titre, développer tes jeunes et avancer vers une nouvelle ère sereinement avec tout le monde qui se tient dans la main et cetera. Ça existe pas. Ouais. Donc fatalement, Lillard, quand il a cette désillusion-là des Blazers qui lui disent un petit peu: «Désolé, mais tu n'es plus notre priorité», c'est normal qu'il parte à un moment et qu'ils disent: «Stop». Donc prolongation ou pas, moi je comprends parfaitement. Après, je comprends aussi la vision de Julius Erving. Je suis plus côté Kevin Durant. Moi, j'aime bien le mouvement de joueurs, j'aime bien les demandes de transfert et les équipes, elles, n'ont pas de scrupules à mettre les joueurs dans des positions délicates, à les envoyer dans des franchises dans lesquelles ils veulent pas jouer, dans lesquelles ils seront pas raccord avec leurs objectifs pour que ça les arrange. Elles, par exemple, je sais pas Chris Paul, est-ce qu'il a vraiment envie de partir aux Wizards? Après il a fini aux Warriors, donc ça finit bien, hein.
Mais typiquement le transfert de base de Chris Paul, c'était comme les Suns qui disaient: «Nous, on veut plus de Chris Paul, on le bouge aux Wizards et on récupère Bradley Beal». Ils sont pas souciés de Chris Paul et de le mettre dans une position inconfortable. Et on trouve ça normal parce que c'est la NBA, c'est les contrats tels qu'ils sont négociés et cetera. Maintenant que les stars ont elles-mêmes un levier pour partir et bouger, que ce soit sans pitié des 2 côtés, moi ça me dérange pas du tout personnellement. Ouais, je peux comprendre aussi. Mais en parlant de contre NBA, instant promo sur le petit article que tu as fait ce week-end pour bien expliquer ce que signifient les contrats NBA aujourd'hui, notamment à la lumière de la prolongation de contrat de Jalen Brown. Donc je vous invite à le regarder sur Basket Session, c'est très intéressant pour justement pour mieux comprendre et aller au-delà de la simple réaction oh, incroyable, c'est quoi ces montants, pourquoi ce joueur On en avait parlé un peu dans la late session la semaine dernière, mais je vous enjoins à regarder le papier de Benjamin. Ce dossier de toute façon de Lillard, on va continuer de le suivre pendant l'été. À mon avis, je vois pas de d'issue imminente, même s'il y a ce petit. J'ose même pas appeler ça un rebondissement, mais c'est juste un nouveau. C'est un nouveau passage voilà, de la saga. On verra peut-être plus tard si ça a une incidence, mais en tout cas, on suivra ça. On continuera à suivre ça et de vous informer dans les CQFR sur ce qui se passe autour de Damien Lillard, de James Harden ou éventuellement d'autres joueurs, parce que ça reste la NBA. Hein, rien ne nous dit que demain, il n'y a pas une autre superstar qui va être mécontente et demander son trade. Euh, un Joel Embiid ou une autre superstar, ça peut aussi tomber. On Pour a déjà eu le, les prémices, hein, de Joel Embiid, donc pourquoi pas? on a déjà eu les petites déclats, toujours, j'allais dire mystiques, mais non, c'était très clair, c'était je peux gagner ici ou ailleurs, ça me va très bien. Mais oui, il peut toujours se passer ça. Pour finir ces QFR, juste un petit mot peut-être sur l'équipe de France qui, euh, qui va débuter sa préparation, enfin qui s'est déjà rassemblé à Pau, mais qui va avoir son premier match de préparation ce soir à 20h30, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais C'est plus si ça. c'est 30 ou 20h30, donc sera diffusé sur Beansport et sur France 4 aussi d'ailleurs en clair. France-Tunisie, à un peu moins d'un mois du début de cette Coupe du Monde. Est-ce qu'il y a des choses que tu vas attendre en particulier de ces premiers matchs de prépa? Est-ce qu'il y a tu te dis, ah tiens, j'ai bien envie de voir ce joueur-là, comment est-ce qu'il va se débrouiller? Est-ce qu'il y a des choses que tu attends en particulier de ces premières rencontres et de cette première justement contre la Tunisie? Bah, j'ai envie de dire, j'attends de voir comment les joueurs qui étaient dans des groupes un peu moins forts et qui se sont démarqués, je pense à Terry Tarpey par exemple et à Sylvain Francisco, Ouais, qui avaient joué dans des groupes qui n'étaient pas à 100% et qui s'étaient révélés très précieux. Comment est-ce qu'ils s'intègrent dans le collectif total de l'équipe de France? Ça m'intrigue. Mais au-delà de ça, j'avoue que je suis pas hypé par la préparation ouais, parce c'est normal. qu'on est quand même sur une équipe qui se connaît depuis un moment. En Hmm. fait, c'est à peu près l'équipe qui a fait l'Euro plus les vétérans qui n'étaient pas là. C'est l'équipe qui a fait les derniers JO, qui était déjà l'équipe qui a fait le dernier mondial. En fait, on change quelques pièces. Voilà, Terry Tarpey, Yacouba Ouattara, Sylvain Francisco, et cetera. Ça rajoute un petit peu de nouveauté. Mais au-delà de ça, en réalité, le groupe, il se connaît parfaitement. Le sélectionneur, c'est le même. Donc la préparation, j'avoue que ça me passe un peu au-dessus de la tête. Ouais, c'est normal. Plus que la Tunisie, en fait, j'attends, bah, de voir comment ça va se passer au début de la compétition, vraiment contre, une grosse équipe comme le Canada. Ouais, Mais 25 actuellement, août, ouais, euh, j'avoue que 25 août, premier match contre le Canada. On attend encore la composition définitive du Canada. Si je dis pas de bêtises, ça n'a pas encore été annoncé, mais le groupe élargi est déjà bien flippant. On en avait déjà parlé, ouais. mais je comprends hein, pour la préparation. Enfin, se mettre devant les matchs, j'allais dire les matchs amicaux. Bon, c'est des matchs de préparation, mais moi, ce qui me fait plaisir, c'est de revoir un peu. Tu sais, il y a De Colo et Batum qui reviennent, donc tu as un peu Mmh. le côté les anciens, les tauliers reviennent, et plus ceux que tu évoquais. Moi, j'ai très envie de voir Sylvain Francisco. J'espère qu'il aura du temps de jeu. Parce qu'à la main, c'est relativement ouvert aussi. Euh, dans ce tournoi, je me demande encore quelle sera vraiment la rotation à la main. Et ouais, j'ai envie de le voir faire un peu le show comme il a fait lors des qualifs. Et puis ouais, revoir un peu cette équipe sous ce visage que je trouve séduisant, mais on en reparlera. On fera sans doute une preview de la Coupe du Monde, mais j'ai quand même pas mal d'espoir quand je vois l'effectif de Team USA qui semble. Alors, prenable, c'est un bien grand mot, hein, ça reste des joueurs NBA. Il y a du Defensive Player of the Year, il y a des jeunes talentueux, tout ça, mais ça reste relativement prenable. Et autour, bah, les équipes sont pas. Il manquera Nikola Jokic, on ne sait pas encore si Yanis Antetokounmpo sera là. Voilà, j'ai l'impression que cette Coupe du Monde, elle est assez ouverte pour les Bleus et il y a vraiment moyen de faire au strict minimum une médaille. Quoi. Bah, je pense aussi qu'on a quand même les armes, surtout que la dernière coupe du monde où, les États-Unis avaient envoyé quand même un groupe relativement faible aussi, sans doute un peu plus faible d'ailleurs que celui Ouais, qu'ils ont je maintenant. pense. On avait plutôt pas mal fini, enfin,
La fin était très décevante, mais disons que la compétition était assez sympathique. Donc j'ai envie de croire qu'on peut faire quelque chose. Maintenant, j'ai l'impression quand même que même si la coupe du monde, ça reste une grosse compétition, on prend vraiment ça comme, la préparation avant la vraie échéance Ouais. qui, pour la France, est quand même assez incroyable parce que c'est vrai que les JO 2024, ça va être, si, Evan Fournier peut repartir avec la médaille d'or, je pense qu'il pourra enfin sourire, et que c'est clairement l'objectif du groupe. Donc en fait, la coupe du monde, j'ai envie de dire, même si on finit avec une médaille de bronze ou je sais pas quoi, heu, j'ai l'impression que ça compte pas tant que ça. Ouais. Et que c'est vraiment, qu'est-ce qu'on propose comme jeu et qu'est-ce qu'on arrive à faire avant les JO qui arrivent l'année prochaine. Donc si on s'en sort bien face aux grosses écuries et c'est pour ça que j'aimerais le voir un maximum de matchs contre Team USA, l'Espagne, le Canada et cetera, pour qu'on puisse vraiment voir ce que vaut ce groupe face à des grosses écuries avant la grande, grande, grande échéance. Je pense que c'est aussi ça la priorité et l'enjeu, même si bien sûr, tous ces gars-là, ils vont pas à la coupe du monde en se disant, «Ah, on vient pas pour la médaille, nous on vient préparer les JO», enfin non, ils ont pas la même mentalité que moi. Eux, ils viennent gagner et j'espère pour eux qu'ils rapporteront quelque chose et je pense qu'il y a moyen, mais j'ai pas d'attente spécifique sur cette compétition-là. J'attends du beau jeu. Très bien. Moi, je t'avoue que j'attends une médaille d'argent au minimum, en étant un peu ambitieux avec les cadres qui sont revenus et tout ça. Mais Quand tu même as sans très doute, ambitieux. voilà, mais t'as sans doute raison et je pense que les JO, forcément, c'est faire une médaille aux JO à domicile. C'est même si, bah, pour le coup, la Team USA, à mon avis, aura une équipe un peu moins expérimentale, je pense. Ouais, clairement. Il y a même un scénario où ils envoient une Dream Team pour la fin de carrière de LeBron, KD, Curry, enfin pour la dernière grosse compétition. Mais je garde ce scénario aussi en tête avec les stars qui vont avoir envie de venir à Paris. Je pense que c'est pas déconnant de l'imaginer. En tout cas, on va suivre ça. On reparlera peut-être un peu demain matin des petits enseignements qu'il y aurait eu contre la Tunisie. Pour leur préparation, les Bleus joueront aussi contre le Monténégro mercredi, le Venezuela le 7 août, deux fois de suite la Lituanie le 9 et le 11 août, le Japon le 17 et l'Australie le 20. Donc ils seront déjà envolés depuis pour l'Indonésie. Donc les Bleus jouent en Indonésie, mais la Coupe du Monde se déroule aussi aux Philippines et au Japon. Et ils seront donc dans le groupe H pour un dernier appel avec le Canada, la Lettonie et le Liban. Donc on reparlera sans doute de ça demain matin. Merci Benjamin. On se retrouve demain matin pour le CQFR. J'essaierai de ne pas te réveiller trop tôt, promis, pour que tu sois... Ça et va aller, t'inquiète pas, je vais bon, m'y faire. très bien. Et d'ici là, on vous souhaite une très bonne journée à tous. À plus.